Bien le bonjour à tous. Dans cette série de vidéos consacrée à la conscience, nous avons distingué deux types de conscience. La conscience d'accès, qui correspond à la partie accessible du flux de conscience, et la conscience phénoménale, qui correspond au ressenti subjectif, comme dirait Nagel, à l'effet que ça fait. Les ressentis subjectifs étant appelés par les philosophes de l'esprit des qualia. Nous avons dit que la conscience d'accès est au moins en principe étudiable scientifiquement, mais que la conscience phénoménale échappe à la science actuelle. Ce qui en fait un objet déroutant. Si on accepte que la conscience phénoménale n'est pas nécessairement un objet dépassant l'entendement humain, alors notre conscience phénoménale peut soit émaner d'une certaine fonction, exécutée par notre cerveau, ce qui correspond au fonctionnalisme, soit préexister de manière fondamentale et se combiner au sein de la matière pour former notre conscience, ce qui correspond au panpsychisme, et une troisième possibilité est que la conscience phénoménale serait une illusion, mais qu'elle n'existerait pas. Cette dernière thèse correspond à l'illusionnisme. Aujourd'hui, nous allons traiter du fonctionnalisme. Mais avant cela, parlons de la première théorie de l'esprit, qui était la théorie de l'identité esprit-cerveau, qui dit que l'esprit n'est rien d'autre que le cerveau. D'un point de vue physicaliste, on se doute bien que l'esprit semble émerger du cerveau, et donc cette position est intuitive. Mais elle est trop simpliste. Si l'esprit n'est rien d'autre que le cerveau, alors des êtres vivants basés sur une biologie très différente de la nôtre ne pourraient pas avoir d'esprit, car ils n'auraient pas de cerveau comparable au nôtre. De la même manière que l'on arrive à imaginer des formes de vie extrêmement différentes de celles sur Terre, on devrait pouvoir imaginer des formes de vie conscientes extrêmement différentes de celles sur Terre. Ce qui fait que la théorie de l'identité esprit-cerveau échoue à bien décrire l'esprit. Avant de poursuivre sur l'esprit, faisons un détour sur la photographie. Qu'est-ce que prendre une photo ? Une version naïve d'il y a 200 d'années dirait que prendre une photo correspond à exposer l'objet à photographier à des plaques d'étain recouvertes d'un goudron ayant la propriété de durcir à la lumière. Mais cela serait naïf car on considérerait que prendre une photo correspond à utiliser la méthode précise de l'époque. Mais finalement, prendre une photo correspond juste à utiliser un appareil pour faire imprimer une représentation bidimensionnelle fidèle de l'objet à photographier. Donc tout appareil à qui l'on donne un objet à photographier et qui ressort une représentation bidimensionnelle fidèle sera un appareil à photographier. Mathématiquement, un objet qui prend des entrées et donne des sorties s'appelle une fonction. Par exemple, la fonction numérique qui prend un nombre en entrée et qui donne le double. Le processus précis exécutant la fonction n'est pas important pour définir la fonction. Deux algorithmes distincts peuvent exécuter la même fonction, et d'un point de vue fonctionnaliste, ils sont tous les deux identiques, au sens que si on leur donne les mêmes entrées, alors on a les mêmes sorties. De la même manière que pour la photographie, simplifier l'esprit au cerveau des animaux sur Terre est réducteur, et le fonctionnalisme postule que tout agencement physique qui exécutera la bonne fonction aura un esprit. Dans une optique matérialiste, il semble parfaitement convaincant que le siège de ma conscience se trouve dans mon cerveau, ce cerveau étant un réseau de neurones. Pour comprendre le fonctionnalisme, imaginons que je remplace neurone par neurone un neurone biologique en un neurone artificiel. Chaque étape étant infinitésimale ne changerait rien à ma conscience. Cependant, à la fin, tout mon cerveau aura été remplacé par un cerveau artificiel. Il semble donc que ce qui crée ma conscience n'est pas mon cerveau en tant qu'objet physique précis, mais la fonction qu'exécute mon cerveau. Or, cette fonction peut tout à fait s'exécuter par autre chose que mon cerveau, ce qui explique que l'équivalent de mon cerveau, mais en version électronique, faisant la même fonction, sera associé au même esprit. On voit qu'une conséquence du fonctionnalisme est qu'il est tout à fait envisageable d'avoir une intelligence artificielle consciente. Dit de cette manière, le fonctionnalisme est très attrayant. Cependant, même si ces hypothèses sont naturelles, ces conséquences peuvent être déroutantes. Par exemple, sachant que le fonctionnalisme accepte qu'une intelligence artificielle puisse être consciente, et qu'une intelligence artificielle est physiquement un ensemble de circuits électriques et de transistors, et sachant qu'un transistor peut être modélisé par un système de pompes et de valves hydrauliques, on pourrait construire un système hydraulique faisant la même fonction qu'une intelligence artificielle et donc qui serait consciente. On aurait un macro-système hydraulique au sein duquel une conscience émerge. Comme autre conséquence perturbante du fonctionnalisme, on peut demander à 100 milliards d'êtres humains de chacun jouer le rôle d'un neurone et d'envoyer une source de lumière à certains neurones, mais d'une manière similaire à ce que fait un cerveau humain. Dans ce cas, le système total devrait acquérir une conscience d'après le fonctionnalisme. Ces expériences de pensée ne réfutent pas le fonctionnalisme, mais le rend inconfortable dans ces cas limites. Cependant, trouver des étrangetés dans une théorie de l'esprit n'est pas suffisant pour rejeter la théorie, et ce, parce qu'avec une démarche rationnelle, on ne rejette pas une théorie parce qu'elle a des défauts, mais on peut la rejeter dès lors qu'on a une théorie qui correspond mieux à la réalité. Autrement dit, toutes les théories de l'esprit aujourd'hui ont des étrangetés plus ou moins absurdes. Donc, il faut comparer les différentes étrangetés pour savoir quelle théorie semble la plus propice à expliquer nos états mentaux. Une autre expérience importante pour montrer les limites du fonctionnalisme correspond à l'expérience du spectre inversé.
Imaginons une Terre jumelle, qui est une planète identique à la Terre, mais où les individus perçoivent les couleurs différemment de nous. Leur spectre visible est inversé. On serait d'accord sur les mots utilisés, car pour connaître la correspondance entre une couleur d'un objet et le ressenti personnel, on ne rentre pas dans la tête, mais on te le dit à l'extérieur. Donc les mots que l'on utilise dépendent de ce que l'on nous a appris, mais pas vraiment de la perception subjective. Donc en termes extérieurs, nous aurions la même manière de parler et de vivre que les habitants de la Terre jumelle. Mais nos perceptions seraient très différentes, nous n'aurions pas les mêmes qualia. Dans la mesure où nous avons l'impression que ces deux manières de percevoir le monde forment une réalité différente, il semble que cette expérience de pensée fait sens. Mais accepter cela est très problématique pour le fonctionnalisme, car par hypothèse, les mêmes entrées, par exemple une peinture de Van Gogh, créera les mêmes réactions, par exemple un compliment démesuré fait par moi ou par mon jumeau sur la Terre jumelle. Et donc, le fonctionnalisme devrait accepter que nous avons la même perception consciente. Or, nous avions dit que les deux perceptions conscientes semblent différentes. Donc, soit on accepte que les perceptions sont différentes et donc on rejette le fonctionnalisme, soit on se dit que finalement, les qualia des personnes sur Terre jumelle sont les mêmes et qu'il n'y a pas de sens à parler de spectre inversé. Les états mentaux, en plus d'être incommunicables, seraient incomparables, incommensurables. Et donc, il n'y aurait aucun sens à dire que lorsque je fais une expérience visuelle devant une fraise, mon jumeau sur Terre jumelle aurait une expérience visuelle subjectivement différente ou similaire. Mais si on pense que cette expérience de pensée rejette le fonctionnalisme, alors il se pourrait que cette expérience de pensée rejette aussi le physicalisme, car dans cette expérience de pensée, le monde physique est le même entre la Terre et la Terre jumelle, et donc un substrat physique identique aurait des conséquences psychiques différentes, ce qui montrerait que dans la conscience, il y aurait plus que ce que décrivent les lois de la physique. Cet argument ne nécessite pas d'être réaliste avec les lois physiques connues. On appelle ce type d'argument des arguments de concevabilité. Pour les défenseurs de cet argument, c'est parce que l'expérience de pensée est concevable que le fonctionnalisme et le physicalisme échouent à expliquer la conscience. Mais il est possible de rétorquer que le fonctionnalisme et le physicalisme sont des théories qui veulent expliquer le monde dans lequel nous sommes, et que ce n'est pas parce qu'il existe des mondes possibles où ces théories échouent à expliquer la conscience que dans notre monde elles échouent aussi. Pour prendre une analogie physique, il est concevable que les masses se repoussent gravitationnellement, mais cette concevabilité ne justifie pas à rejeter l'attraction gravitationnelle dans notre monde. Pour expliciter un petit peu plus le fonctionnalisme, il existe deux branches importantes, le fonctionnalisme analytique et le fonctionnalisme a posteriori. Les fonctionnalistes analytiques disent que notre concept de conscience définit les états conscients comme étant les états remplissant une certaine fonction. Et donc, lorsque l'on dit avoir une expérience sensorielle, le contenu de la conscience serait l'état fonctionnel. Par exemple, avoir une expérience de douleur serait équivalent à avoir un état mental qui joue un certain rôle fonctionnel tendant, toute chose égale par ailleurs, à me faire dire que j'ai mal. Le problème est que lorsque nous avons une introspection, il semble que ce n'est pas du tout de cette manière que l'on se représente la conscience. Lorsque j'ai mal comme une donnée pure, et je ne me la représente pas comme une résultante d'un calcul fonctionnel. Au contraire, les fonctionnalistes a posteriori sont conscients que subjectivement, nous n'avons pas l'impression que ce soit un état fonctionnel qui crée nos états mentaux. Mon ressenti est primitif, mais ensuite, a posteriori, j'identifie mon ressenti comme résultant d'un état fonctionnel. Pour conclure, il est important à savoir que même si le fonctionnalisme était correct, il reste important de comprendre quel type de fonction engendre des consciences. Et donc ce n'est pas parce que l'on adhère au fonctionnalisme que l'on peut considérer que le problème difficile de la conscience est résolu. Dans cette vidéo, nous avons vu une théorie pour traiter la conscience phénoménale par les fonctions. Cette théorie est la plus étudiée en philosophie de l'esprit, mais elle n'est pas la seule, et nous verrons dans les prochaines vidéos deux autres qui sont le panpsychisme et l'illusionnisme. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir!